Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, qui a publié L'ère de la flemme, comment nous et nos enfants avons perdu le sens de l'effort, chez Buchet-Chastel. Emmanuel Combe, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur à la Schema Business School, co-auteur de nombreux ouvrages, notamment Le transport aérien à la découverte, qui connaît désormais sa version anglaise. Oui, depuis hier. Depuis hier. Springer. Chez Springer. Et c'est lui qui l'a traduit, pas une IA. Ah oui. Voilà. Ah oui. Laurent Wronski, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue, saison 2, emploi des seniors. Absolument. Allons-y. Alors, saison 2, nous, on a massivement commencé à employer des seniors il y a 25 ans. Alors, à l'époque, si vous voulez, quand vous faisiez ça, vous n'aviez pas votre photo du premier de la classe, et vous n'aviez pas le discours vertueux qui, souvent, n'est pas suivi des faits. Déjà, il y a 25 ans, je veux dire, l'industrie, il faut bien s'en souvenir. Je veux dire, moi, j'ai traversé 35 ans de désert industriel. Maintenant, c'est sympa, tout le monde veut un copain industriel dans les dîners. Mais pendant 35 ans, vous étiez un has-been. Bon. Eh bien, on avait un gros problème pour trouver des compétences. Des soudeurs, des tourneurs, c'est pas nouveau ça. Ça n'existe pas depuis 5 ans, depuis le Covid. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Quand la vague, je veux dire, de seniorisation a commencé, c'est-à-dire les plans où on vous poussait gentiment dehors, nous, on s'est dit, mais c'est absurde. On a des gens qui ont 25 ans de métier, dans des métiers manuels, où on ne peut pas faire des cours en accéléré et un webinar, leur savoir-faire est là-dedans, ils se retrouvent sur le carreau et nous, on manque de compétences. Donc, on a commencé à massivement embaucher des seniors. Et on s'est aperçu, c'est un constat, après vous pouvez lire ce que vous souhaitez. On s'est aperçu d'une chose. Il y a dû avoir une mutation génétique, parce que c'est bizarre, nous, tous nos seniors, ils sont quasiment jamais malades. C'est bizarre. Bon. Il n'y a pas de problème de comportement. C'est-à-dire qu'en clair, on mélange les genres. Je sais qu'Olivier a écrit un excellent ouvrage que je recommande sur le sujet. C'est des gens qui savent se comporter en entreprise, il n'y a pas de problème. Et ils ont, je dirais, vraiment la volonté de s'accrocher. Donc, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais dans un monde où, si vous voulez, le savoir-faire est en train de disparaître à vitesse grand V dans le monde industriel, je pense que d'avoir mis des tombereaux de gens dehors est une véritable ineptie. Donc, il faut changer d'attitude. C'est pas une loi qui le fera, c'est vraiment une question d'attitude. C'est-à-dire que de penser, et je ne parle que pour moi, qu'un senior coûte plus cher, c'est une erreur. Ce qui coûte cher, c'est l'incompétence. Ce qui coûte cher, c'est l'absentéisme. Ce qui coûte cher, c'est le manque de loyauté, de gens qui vont faire du cabotage d'entreprise en entreprise pendant 1 an et demi, etc. C'est mon expérience. Olivier. Oui, il y a plein de choses qui ont été dites, mais rappelez que c'est un point essentiel parce que notre problème des retraites, c'est avant tout un problème de taux d'emploi en réalité. Donc il n'y a pas assez non, mais c'est la clé. Il n'y a pas assez de quantité de travail pour le nombre de gens à servir, si vous voulez, à faire. Je pense que c'est le message qu'il fallait dès le départ utiliser. Le taux d'emploi, en fait, il est mauvais où ? Il est mauvais au debout en réalité. Il est mauvais chez les plus jeunes et il est mauvais chez les plus anciens. Effectivement, je préfère ce mot qui est bien plus beau, même si senior n'est pas insultant non plus. Comment le faire remonter ? C'est un problème de regard évidemment de l'entreprise, mais là où je suis pas tout à fait d'accord, peut-être, avec ce qui a pu être dit, c'est que la loi peut avoir un effet. Pourquoi ? Parce que quand officiellement vous arrêtez à 60 ans, à partir de 55, on commence à dire, bon, de toute façon, ça y est, la retraite arrive. Les expériences montrent que quand tu repousses l'âge de la retraite, ça va aussi repousser les attentes, en fait. Et donc, le regard va aussi changer. C'est un peu comme, pour s'en garder pour la cigarette, souvenez-vous, c'est la loi qui a réussi à faire changer les attitudes. Si aujourd'hui, on ne conçoit plus de fumée à l'intérieur, dans les gares, etc., c'est parce que la loi l'a obligé et que maintenant, on trouverait ça anormal. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut être fait en repoussant l'âge. On change un tout petit peu le regard et la culture. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effort à faire du côté des entreprises. Le fait qu'on dise aux gens que vous êtes un senior à partir de 45 ans, enfin, je veux dire, c'est de la folie furieuse. Surtout quand on va tous vivre, je veux dire, aux 80 ans, voire probablement beaucoup plus, puisque théoriquement, ça gagne quasiment 1 an ou 9 mois par an d'espérance de vie. Donc, franchement, c'est de la folie. Il faudrait idéalement que l'âge de la retraite soit tout simplement indexé sur l'espérance de vie. Il y aurait zéro débat à l'Assemblée. Ce serait une mécanique. Voilà, on vit plus longtemps. C'était ce qui se passe dans d'autres pays. C'est ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà, c'était la position de la CPME. Ce qui est tout à fait logique. Voilà, c'était pas fait pour être 40 ans de vie payé par le contribuable. Je ne sais pas si cet âge de 45 ans, comme bascule dans le monde des seniors, est toujours aujourd'hui d'actualité. Même 50, je trouve ça. Mais même 50. Mais il y a eu plein d'ouvrages, de travaux d'économistes pour faire des propositions de réorganisation de travail et aussi des propositions pour réorienter les carrières. C'est les gens qui font des métiers qu'on est physiquement plus capable de faire dans les mêmes conditions à 57 qu'aujourd'hui de 59.
Ça s'anticipe effectivement, probablement, à l'aune des 50 ans. C'était Christian Saint-Étienne qui considérait qu'il fallait, je crois, imposer que 40% des frais de la formation soient exclusivement réservés au-delà d'une borne d'âge qui serait, je ne sais plus combien il disait, 50 ou 52 ans. Oui, ça va être très court. Je vais vous donner un exemple par rapport à exactement ce que vous venez de dire. Nous, on a eu un monsieur qui était un technicien monteur, c'est-à-dire qui montait des têtes de compresseurs. Donc une tête de compresseur, c'est assez lourd, hein. C'est un travail physique, on est debout. Il a quitté Herbor à 70 ans. 70 ans. Mais pendant les 10 dernières années, il a formé tous nos jeunes. Donc il ne portait pas des charges lourdes, il n'était pas enchaîné à son établi, mais c'était lui le référent. Donc c'est quoi le résultat? Il était valorisé dedans, il était valorisé dehors. Il était extrêmement respecté par nos équipes et surtout aux jeunes. Et on disait attention, c'est l'ancien qui est le référent. Hein. Et il n'y a pas de problème physique. Vous disiez, Laurent, et Olivier le rappelait, c'est aux deux spectres que les problèmes se posent, et vous vouliez réagir aux chiffres de la CNAM, notamment sur le phénomène de l'absentéisme, qui est lié aux arrêts maladie, et qui connaît une hausse exponentielle comme on n'en a jamais vu, hein, puisqu'on a dépensé en 2024 en indemnité journalière 11 milliards d'euros, et que ce chiffre s'est déformé depuis janvier 25, en hausse de presque 7%, alors que l'ONDAM l'avait chiffré au maximum à plus 4%. Donc là, il y a un puits sans fond et ça a suscité votre intérêt. Oui, alors ça a surtout suscité ma colère. Et moi, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est du vécu il y a à peu près 15 ans. Hein, donc, c'était pas récent. Hein. Souvenez-vous, à l'époque, vous pouviez faire contrôler par une société extérieure un malade. Bon, et quand vous aviez une suspicion d'arrêt de complaisance ou que la personne tirait un petit peu sur le câble, vous pouviez organiser cette visite qui, globalement, ne servait à rien. Donc, nous, on a eu un cas avec quelqu'un où clairement il n'était pas malade. On savait même que, si vous voulez, il bricolait dans son garage pour les autres. Donc, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé personnellement le centre de sécurité sociale dont nous dépendions à l'époque. J'ai expliqué pourquoi, comment, chiffre à l'appui. On m'a dit, monsieur, on n'est pas là pour faire le travail des patrons. C'était à 15 ans. Bon. Nous n'avons pas cessé d'alerter sur le problème des arrêts maladie, de complaisance, et le pompon a été quand on a pu, en clair, délivrer des arrêts maladie à distance grâce à la vidéo. Et nous avons également alerté sur une mutation curieuse génétique où, si vous voulez, comme par hasard, tout le monde tombait malade le vendredi et le lundi. Les virus étaient devenus plus intelligents. En clair, quasiment fin de non-recevoir, et je ne vous parle pas de ceux qui nous disaient que c'était faux, il n'y avait pas de faux malades, c'était du langage patronal, etc. Mais ça n'est pas nouveau, ça n'a fait qu'empirer. Mais ça a sérieusement empiré. Et ça a sérieusement empiré, parce qu'effectivement, je dirais, les comportements ont changé, et puis comme globalement, il ne se passait pas grand-chose, c'est un peu ce que décrivait Emmanuel. Oui, on va revenir à la voilà, il y a des règles. Comme si vous voulez, ça devenait, à une époque passée, je veux dire que les gens qui tiraient sur la corde, ils étaient stigmatisés socialement. Comme les gens qui n'avaient pas de job, ou qui tiraient sur la corde. Plus du tout aujourd'hui. Donc là, je veux dire, c'est absolument pas une révélation pour tous les managers qui gèrent des équipes, qui s'arrachent les cheveux en continu, parce que quand vous avez quelqu'un qui tombe, qui ne vient pas 5 minutes avant le début d'une prise de service, d'une prise de poste, je peux vous dire, il faut être sacrément créatif pour gérer la chose. Donc, écoutez, c'est pas grave, le législateur a toutes les cartes en main, il y a tout ce qu'il faut. Je veux dire, à lui de s'occuper de ça et de s'assurer que les arrêts maladie ne sont pas les arrêts de complaisance. Vous avez vu que la CNAM a quand même a indiqué qu'il y avait 500 médecins en France, gros prescripteurs, qui allaient être dans le viseur de l'assurance maladie et auxquels il allait être imposé de réduire d'au moins 20% le nombre d'arrêts maladie. J'attends de voir. Quelles sont les sanctions? Je ne connais pas le sujet. Quelles sont les sanctions pour un... Alors là, je ne sais pas. Pareil, je ne sais pas. Parce que dire, je vais demander à ces 500 plus gros prescripteurs, je raisonne à voix haute, de diminuer de 20% leur prescription, ça ne va pas changer grand-chose. Il y aura d'autres prescripteurs qui vont prendre la place. Enfin, je veux dire, on va répartir la prescription sur un plus grand nombre. Là, la question, c'est quelle est la sanction? Si manifestement, est-ce que l'ordre des médecins est saisi? J'en sais strictement rien, mais on revient sur notre sujet de la sanction. S'il n'y a pas de sanction derrière, sanction pour le médecin, mais peut-être aussi pour celui qui a abusé.
l'assurance maladie mène des contrôles, puisqu'au terme des contrôles qu'ils ont menés, ils se sont rendus compte qu'environ la moitié des arrêts dits longs n'étaient pas justifiés, et qu'il n'y a pas de suivi médical de l'arrêt long en plus. Donc il y a évidemment plein de progrès à faire. Après, l'arsenal d'efficacité pour réussir à avoir des résultats palpables, c'est pas forcément évident. Allez-y, Olivier Babot, parce que l'absentéisme est probablement l'un des moteurs des pertes de gains de productivité. Je précise que la France, dans le secteur marchand, a cessé de perdre en productivité et elle commence à en regagner. Et le phénomène de l'absentisme est l'un des éléments explicatifs absolument indiscutables. Comme tout à l'heure avec les retraites et le taux d'emploi des anciens, on est là en fait dans quelque chose qui touche un des éléments macroéconomiques fondamentaux de la France. Donc c'est pas du tout un petit sujet. Je crois que ça témoigne, puisque le fait que ça arrive beaucoup chez les plus jeunes, témoigne quand même d'un changement radical de position, de perception face au travail. Il y avait un sondage qui avait montré que dans les années 60, vous aviez environ 2/3 des Français qui disaient que le travail était très important dans la vie, à peu près 2/3. Aujourd'hui, on est à peu près à 25%. Voilà. Ça a chuté énormément. Voilà. Il n'y a plus que 25% des gens qui disent que le travail est très important. Alors on peut dire oui, le travail, il y a plein d'autres choses, mais je crois vraiment que ça témoigne, pardon, tu peux d'ailleurs peut-être pro domo, mais en fait de l'ère de la flemme, en fait, en grande partie. Bien sûr, c'est l'ère de la flemme. C'est-à-dire que ça va avec, je sais pas, la mode du bed rotting, c'est-à-dire vous allez rester au lit, et l'idée c'est de pourrir au lit littéralement en regardant des séries. Effectivement, on n'est plus stigmatisé socialement si vous n'avez pas votre boulot. Sur Instagram, jamais vous allez partager vos moments de travail. Tout le monde s'en fout. Ce que vous allez partager, c'est vos moments de détente, les bons moments, les moments extraordinaires, les moments de loisirs, les moments de plaisir et d'expériences partagées positives. Le travail est en train de disparaître, non seulement quantitativement dans la vie, puisque en réalité dans la vie c'est une partie très très mineure, hein, c'est 10 à 15% d'une vie éveillée le travail en fait aujourd'hui, donc en fait une vie c'est essentiellement autre chose, et ça disparaît aussi des références. Et donc quand un jeune peut estimer que finalement il a non seulement des vacances, mais qu'il a le droit de façon un peu informelle, puis à prendre ces espèces de fausses vacances que sont les arrêts maladie, je crois que autrefois on se l'interdisait pour plein de raisons de regard social et peut-être d'exigences personnelles, et aujourd'hui on trouve que c'est normal en fait, tout simplement. C'est quand même un problème, c'est un problème pour les entreprises, c'est un problème pour la productivité, c'est un problème national en fait, parce que ces trucs-là, ça a un coût très important. Quand vous travaillez pas, c'est les autres qui vont travailler, qui vont payer pour vous, parce qu'il y a des formes de subventions évidemment qui sont liées au fait qu'on va payer pour cette absence. C'est essentiel, et malheureusement c'est très difficile de jouer contre ça. Changer un état d'esprit vis-à-vis de l'activité productive, c'est extrêmement compliqué. Oui. C'est quand même la sanction. Mais oui, c'est pour l'histoire des Oui, vérification, sanction, contre les abus. Oui. Dès lors que tu mets des véritables sanctions, tu changes aussi le regard de la société sur la pratique. Si elle est sanctionnée, c'est qu'elle l'est. Il y a cette remarque d'un auditeur à l'instant qui me dit oui, mais il faut voir aussi que le travail ne permet plus à un jeune de vivre dignement et d'être propriétaire. Et c'est pas faux. Non, mais c'est pas faux qu'aujourd'hui un jeune peut être légitimement amer. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, être actif. Vous n'avez plus les moyens d'élever une famille dans les grandes villes. C'est trop cher. Si vous n'êtes pas un héritier, ce n'est plus envisageable, ce n'est plus possible. Et l'idée même de devenir propriétaire, pour la plupart des gens, est impossible en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la marche est trop haute. Ce coût de l'immobilier et cette impossibilité de la croissance par son travail, c'est dramatique. Et pourquoi ? Parce que évidemment, on est beaucoup trop imposé sur le salaire complet. Si on avait le salaire complet réel, on aurait des capacités d'augmentation extraordinaires. Mais comme l'INSEE l'a très bien montré, notre système de redistribution formidable, extrêmement puissant, en fait, va énormément écrêter tous les progrès. Donc, quand vous avez, par votre travail, doublé votre salaire réel, en fait, par le jeu des moindres subventions que vous avez et de l'écrêtement que vous avez avec les nouveaux impôts, en fait, vous pouvez gagner seulement à peu près 20 ou 30% de plus. Alors que vous avez doublé en réalité vos efforts et votre travail. Ça, c'est particulièrement décourageant. Laurent, allez-y. Après, on va parler de Lidl. Ça m'intéresse de voir ce que vous avez à me dire. Je vais justement par rapport à ce que disait Emmanuel, en 35 ans d'activité industrielle, donc on a eu des centaines de personnes. Tout le monde n'est pas tombé malade, fort heureusement, sinon je ne serais pas là. Moi, j'ai assisté à un seul contrôle de la sécurité sociale, un seul. En des centaines et des centaines de personnes employées, etc. Et c'était quelqu'un qui était tombé malade, qui était resté malade depuis 3 mois, 4 mois, et on savait très bien que globalement, il se passait des choses. Bon. Maintenant, pareil sur les sanctions, j'ai un exemple très, très concret. Nous avons eu un jeune, c'est exactement le profil que décrit Olivier, diplômé, etc. Mais c'était un vrai problème d'attitude.
Donc, c'est un problème d'éducation. Donc là, je pense que le regard sur le travail, le regard sur le rôle qu'on a dans la société, c'est quelque chose qui se cultive. Ça se décrète pas en claquant des doigts. Et donc, on était confronté à ce problème. Il était toujours pas là, arrêt maladie, le vendredi et le lundi. Et c'était toujours le même médecin qui prescrivait les choses. Alors, c'était un médecin qui était à Nice. Nous, on est à Argenteuil. Argenteuil-Nice, c'est un peu loin pour les visites. Et donc, j'ai fait un ramdam pas possible. Et moi, j'ai écrit à l'ordre des médecins, à la sécurité sociale et à l'entreprise. Et je précise que sur le site de l'entreprise qui délivrait les certificats, il était marqué qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas le droit de délivrer des certificats médicaux pour des arrêts maladie. Bon, alors j'ai reçu des courriers de retour, sauf de l'entreprise, mais il ne s'est jamais rien passé. Rien. Alors qu'on avait soi-disant pas le droit de délivrer des arrêts maladie à distance. Donc, c'est une nouvelle illustration. Le corpus légal existe. Mais si vous n'avez pas le flic au feu rouge qui siffle et qui vous met une contravention si vous grillez le feu rouge, je veux bien que la main visible du marché arrive à faire beaucoup de choses, mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas et que s'il n'y a pas de sanction ou s'il n'y a pas la menace d'une sanction appliquée, ben, il se passe globalement rien. Comme l'écrivait Hobbes, Covenants without swords are but words. C'est-à-dire que les contrats sans l'épée ne sont que des mots. Pas mal. Lidl achète 5 porte-conteneurs. Alors, j'avais complètement zappé l'info, Emmanuel Combe, pas vous. C'est dans les échos. Oui, mais je suis passé au travers, ou en tout cas, je me suis dit, tiens, mais effectivement, en voyant Lidl achète des porte-conteneurs. Oui, non, parce que j'ai trouvé que c'était symptomatique, d'abord symptomatique d'un mouvement post-Covid qui est en train de se produire, qui va prendre du temps. On en avait d'ailleurs parlé sur ce plateau-là, et ce mouvement, c'est un mouvement de réintégration dans la chaîne de valeur, notamment en aval, vers la logistique. Parce que Lidl, a priori, qu'est-ce que va faire Lidl dans le transport maritime? Il y a des grandes compagnies maritimes, CMA, CGM, etc. Qui est propriétaire de BFM Business. Exactement. Mais pour autant, on s'aperçoit post-Covid, avec tous les problèmes de goulot d'étranglement dans la chaîne de valeur, de volatilité, notamment des prix du maritime, du fret maritime, de délai, que quand vous appelez Lidl, le client, ce qu'il veut, c'est le produit dans le magasin le lundi matin à 9h. Et si vous lui dites, c'est pas de ma faute, c'est parce que le transporteur chinois était en retard, c'est parce que, il va vous dire, écoutez, vous êtes sympathique, il y a une rupture de stock. Ce qui veut dire par là qu'en réalité, vous apercevez que la logistique fait partie intégrante du processus de production, qui à un moment donné, externaliser tout, c'est pas forcément optimal. Donc déjà, c'était une première remarque par rapport à ce qui s'est passé post-Covid. On a beaucoup entendu des entreprises vous dire, finalement, on a peut-être trop externalisé, il y a des fonctions qui peuvent paraître des fonctions support. On pourrait dire le transport. Ouais, mais le transport, ça s'appelle les délais. Ça s'appelle le just in time. Et dans des industries de B2C, il faut avoir le produit au bon moment. Peut-être même aussi dans le B2B. Et puis au-delà, ça m'a intéressé en tant qu'économiste, vous l'avez compris, parce que finalement, ça valide une des plus grandes théories économiques qu'on enseigne à tous nos étudiants, avec beaucoup d'exemples. On prend souvent l'exemple du commerce de la banane. C'est finalement le marché, c'est très bien de signer des contrats. Parce que Lidl aurait pu signer un contrat, c'est ce qu'elle faisait avant. Elle a signé un contrat avec une compagnie maritime. Mais rédiger des contrats, d'abord, c'est compliqué. En général, c'est pas respecté. Il faut aller dans les tribunaux. Pourquoi le bateau n'est pas arrivé à temps? Ah oui, mais c'est pas de ma faute, etc. Pourquoi le prix, finalement, n'a pas été respecté? Tout ça, ça s'appelle des coûts de transaction. Et ça a valu à leurs auteurs le prix Nobel d'économie. Je pense notamment à Oliver Williamson et Ronald de Cause. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand vous avez comme ça ces coûts du marché, signer des contrats, ça coûte trop cher. Au bout d'un moment, il vaut mieux faire soi-même. Finalement, diviser le travail, confier à d'autres le soin de tout faire, ça paraît optimal, parce que finalement, vous allez vous concentrer sur votre cœur de métier. Le cœur de métier de Lidl, c'est quoi? C'est même pas de produire, c'est de distribuer. C'est un distributeur. Ah oui, donc elle devrait faire que de la distribution. En fait, non. Elle s'aperçoit que pour le consommateur final, la proposition de valeur, c'est un tout. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ça chez d'autres distributeurs. Je pense à Amazon. Alors moi qui suis un spécialiste de l'aérien, n'oublions pas qu'Amazon a sa compagnie aérienne. Oui, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que Amazon va faire avec une compagnie aérienne? C'est deux métiers complètement différents. Oui, mais c'est le meilleur moyen de tenir la promesse. Et la promesse d'Amazon, on la connaît, elle est quand même souvent très bien réunie. Donc vous voyez, c'est intéressant. Il y a un moment où vous ne pouvez pas diviser le travail. Ce que vous allez gagner, finalement, en vous concentrant sur votre tâche, vous allez le perdre en coût de coordination. Toute la question qui va se poser, c'est jusqu'où dois-je réintégrer? Parce qu'une fois que j'ai fait le bateau, j'ai intérêt aussi à faire le camion et puis peut-être même la logistique du dernier kilomètre. Et je peux le faire d'autant plus que je suis grand,
Car vous voyez bien, si je suis un petit distributeur, acheter des bateaux, c'est pas très raisonnable. Par contre, quand je m'appelle Lidl, et que je pêche, je crois, plus de 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de toute façon... Mais 125 milliards d'euros. Je crois à vérifier, mais c'est un géant. Hein. C'est un géant, oui. J'ai les moyens de remplir mes bateaux sans problème. Donc c'est intéressant cette idée que plus on est gros, plus en plus on a une incitation à faire soi-même. Donc c'est un débat économique, ça va intéresser les étudiants, mais super important en sciences économiques, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et on voit aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises vous disent finalement, faire un peu soi-même des choses qui ne sont pas dans mon cœur de métier, c'est un gage de sécurité dans un monde quand même turbulent, incertain, non seulement en termes de prix, mais également en termes de délai. Hein. Et ce que vous dites d'ailleurs résonne tout particulièrement après la rupture importante des chaînes d'approvisionnement qu'on a pu connaître il y a quelques années avec cette vague d'inflation. Mais ça a mis du temps. Et la dépendance que ça a mis au jour. Mais Nicolas, ça a mis du temps. Il y a un grand auteur américain, professeur à Harvard, qui s'appelle Paul Antras, il appelait ça le stickness, c'est-à-dire c'est pas du jour au lendemain. Les entreprises ont attendu, elles ont regardé, elles se sont dit au-delà du Covid, puisque c'est terminé, entre guillemets, on voit bien que finalement, les chaînes de valeur, c'est quand même très dépendant du commerce maritime. Il y a peut-être un moment où il faut intégrer verticalement. Ça vous parle, ça, Laurent Wronski? Ah bah non seulement... Vous qui êtes quand même justement assez pragmatique sur pas mal de sujets, y compris la notion de stock, de flux tendu, de dépendance au secteur financier ou aux banquiers ou pas, enfin bref. Alors là, Emmanuel dit que c'est un sujet qui est important. Je pense que c'est un sujet qui est essentiel et fondamental. Et moi, ça a été le sujet qui m'a permis de repositionner Hervor. Donc je le disais tout à l'heure très modestement, moi je suis un pur produit de l'école de Chicago où dans les années 80 on vous a appris 3 choses. 1, il faut emprunter un maximum. 2, il faut surtout pas avoir de cash sur les étagères, donc pas de stock, flux tendu, etc. Et puis 3, alors il faut vraiment se recentrer sur son cœur de métier. Bon, moi j'ai été nourri à ça, toute ma génération. Alors, je dis souvent à mes collaborateurs, si Hervor était racheté par un grand groupe, le premier qu'on remercie pour mauvaise gestion, c'est moi. J'ai fait exactement l'inverse. Précisément l'inverse. Parce que je pense que ce que décrit Emmanuel, c'est absolument essentiel. Je vais vous donner un exemple, justement, puisqu'on parle beaucoup d'industrialisation. Vous avez des gens qui ont dit, mais alors finalement, fabriquer nos pièces chez nous, les fondre chez nous, les usiner chez nous, donc c'est pas essentiel. Nous, on n'est pas une fonderie, on n'est pas usinier. Nous, on conçoit des moteurs. Donc, on va déléguer la fonderie à une fonderie. Bon. Et puis comme les fonderies ont toutes fermé les unes après les autres pour les questions de normes, d'environnement, d'effet Puma, projet utile mais ailleurs, on veut une fonderie mais à 50 km. Donc ces fonderies se sont installées en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fondeur chinois, il a eu un carter. Il s'est dit tiens, c'est pas mal ça. Puis après on lui dit comme tu travailles tellement bien, on va te donner la 2e pièce puis la 3e pièce. Il a fabriqué le moteur entier. Et celui qui était le concepteur du moteur, qui s'était recentré sur son métier de base, il a disparu. Et pendant le Covid, justement, nous, Hervor, j'en suis fier, n'a pas fermé une seule journée. Pourquoi ? Parce qu'on a fait l'inverse de ce qu'on nous a dit. Pas de flux tendu, du stock. Quand vous avez un client qui est à l'autre bout du monde, alors c'est pas un pas de dette, du cash. Et pendant ces moments-là, qui vous prête de l'argent? Il n'y a aucun banquier qui va vous prêter de l'argent pendant une pandémie. Il n'y a aucun banquier qui va financer du BFR, c'est-à-dire du stock ou du crédit client, pendant une pandémie. On adore les industriels qui ont de l'argent. Ceux qui ont des difficultés, on ne les aide pas. Donc aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est une question qui est essentielle. Simplement, je m'adresse à nos 2 professeurs. Messieurs, il y a des modes. Et vous le savez bien dans le management. J'en suis le pur produit. Là, maintenant, on vous dit, oui, c'est peut-être pas mal de réintégrer la chaîne de valeur. Mais la question que tu soulèves est essentielle. C'est aide-toi, le ciel t'aidera, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même aujourd'hui. Était Babot. Souvent, il y a des problèmes de qualité aussi, au-delà du périmètre pertinent. Il y avait un cas célèbre d'une chaîne hôtelière que je ne citerai pas, qui avait eu l'idée géniale d'externaliser, de sous-traiter le nettoyage des chambres. Je dis c'est génial, parce que comme ça on va baisser les coûts, c'est formidable, parce que c'est pas très important, n'est-ce pas, le nettoyage des chambres. Ils ont eu tellement de plaintes qu'ils ont dû réintégrer l'activité en catastrophe en fait, parce qu'évidemment ils avaient plus de contrôle sur la qualité. Et c'est là qu'ils ont eu une réflexion intéressante sur le fait que peut-être que dans un hôtel, le nettoyage des chambres est un élément essentiel de leur offre. Ça permet aussi parfois aux entreprises de comprendre ce qui est vraiment leur offre profonde. Oui, j'ai oublié, c'est l'histoire de cette entreprise qui a tellement délégué sa relation clientèle à l'intelligence artificielle et qui a connu tellement de problèmes qu'elle a embauché là où elle avait débauché. Ouais. Bon. 3 minutes. Il y avait ce chiffre qui vous a fait réagir, Laurent Wronski. Alors moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. C'est que Xerfi,
connaissez peut-être Xerfi Canal, qui est ce média qui traite des grands sujets économiques quotidiennement avec des chroniques tout à fait pertinentes. Et Xerfi est un institut de recherche et d'enquête. Et ils affirment que l'industrie automobile française va supprimer 75 000 postes d'ici 10 ans. 75 000 postes. C'est pratiquement un emploi industriel sur 4. Ça devient très concret. Ah, c'est plus que concret, et je pense que ça est dramatique parce que, évidemment, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer à l'antenne les conséquences. Ça se limite pas simplement au chômage, c'est aussi des régions qui vont dépérir, de l'exode massif de population, etc. Quand j'entends ce genre de choses, là aussi, c'est pareil, je suis assez en colère parce que sur des questions qui sont tout à fait légitimes, sur, en clair, la transition énergétique, plutôt que de laisser la parole aux sachants, c'est-à-dire aux industriels, dans le cas précis, et d'essayer de trouver une solution, je veux dire, c'est dogmatique, c'est technocratique, et on arrive à ce genre. Vous parlez des choix européens d'interdire les ventes de voitures thermiques en 2035, qui a été pris sous l'émotion du Dieselgate. Exactement. Je veux dire, c'est le choix du tout, c'est le choix donc du transport, c'est le choix de l'énergie, etc. Je veux dire que la vérité n'est jamais toute blanche ou toute noire. Elle est composée, si vous voulez, de nuances de gris. Et très souvent, dans ces choix qui sont des choix technologiques, en vérité, je veux dire. Eh bien, c'est pas les sachants à qui on dit voilà le problème, essayez de trouver une solution. On vous définit le périmètre, on vous définit l'objectif, ce qu'on fait en entreprise, matin, midi et soir, H24. Non, là, on a quelqu'un qui vient, qui a la vérité. Alors, il connaît pas le sujet, mais c'est pas grave. Il a la vérité. Si vous êtes contre la vérité, vous êtes excommunié parce que vous êtes un hérétique, et donc vous êtes contre le bien commun. Donc vous êtes vilipendé, accusé et mis de côté. Et après, on arrive à ça. Et ceux qui sont à l'origine de ça, je prends le nucléaire. La France avait un avantage extraordinaire. On a vilipendé le nucléaire pendant des décennies. Où sont passés tous ceux qui ont vilipendé le nucléaire? Ils ont disparu. Peut-être qu'ils ont changé d'avis. Ou alors ils ont été atomisés. Je ne sais pas. Mais ils ont disparu. Eh bien, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, moi, je suis furieux. Un outil industriel, ça ne se construit pas en 24 heures. C'est des décennies, c'est des générations à former, etc. Et là, je veux dire, ce qui se passe dans l'automobile est dramatique. Je ne dis pas qu'il faut continuer à rouler en automobile. Je dis qu'il faut poser le problème de façon scientifique avec des gens qui sont légitimes pour résoudre ce problème. C'est toujours ce qu'ont dit les grands patrons des constructeurs français, c'est qu'on avait imposé... Exactement. On avait imposé une date avec... enfin, il fallait pas imposer une technologie. Il fallait imposer un objectif d'amélioration du bilan carbone des véhicules et pas imposer une technologie qui n'est pas forcément la plus vertueuse. On a fini. Un mot, si vous voulez, Olivier Babot, oui, 30 secondes. Parce que c'est comme c'est la dernière fois que je vous vois ici, Nicolas. Vous n'êtes pas le seul et c'est un peu la saison. Là. Voilà, j'ai envie de dire et de vous témoigner le très grand plaisir que j'ai eu au fil de ces années. Je ne sais pas, ça fait plusieurs années. J'ai le plaisir de venir aux experts. Là, le très grand plaisir que j'ai eu à venir parce que c'est un endroit où on parle d'économie comme nulle part ailleurs ici. Voilà. Donc on vient toujours avec le cœur léger, avec vraiment un plaisir. Parce que parfois, de temps en temps, bon, oh là là. Mais là, c'est vraiment, on est chez nous et c'est très agréable. Voilà. C'est le grand éditorial quotidien en économie. C'est ici que ça se passe. Et d'ailleurs, il y a eu cette expression de Laurent Wronski qui doit venir depuis plus de 20 ans. Absolument. C'était connu un Spring Campus de Croissance Plus qui dit quand on vient ici, c'est la radio longue de l'économie. Absolument. Je trouve ça assez bon. Parce que souvent, les gens nous posent la question est-ce que vous connaissez les sujets à l'avance, les contradicteurs? On ne connaît ni les sujets. Alors, ils ne sont pas payés. Si vous le saviez. Alors, personne n'est payé. Personne n'est payé, on ne connaît pas les sujets, on ne connaît pas les contradicteurs, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de langue de bois. Donc c'est pour ça que si vous dites une ânerie, vous le dites en direct, vous ne pouvez pas repasser le digital, etc. J'envoie un SMS fleuve à 7h45 du matin et effectivement, ils arrivent ici sans savoir qu'ils seront en face on est déjà en route quasiment, donc de toute façon. Ah bah oui, sur sa moto, c'est dur d'étudier le SMS. Merci à vous trois. Olivier Babot, Emmanuel Combe, Laurent Wronski. Rendez-vous demain 9h.